culturel, bonjour. Après avoir publié Le poids de mes souvenirs, les poids des souvenirs, il faut dire, Le poids des souvenirs, la quête du présent chez l'Harmattan, il faut dire que Jean-Pierre Eko Lekoba nous revient avec Les Sentiers des Origines, un roman publié aux mêmes éditions avec une préface de professeur Omer Massoumou. Bonjour Jean-Pierre Lekoba. Eko Lekoba, bonjour. Bonjour. Alors, merci. Et donc il faut dire que déjà, comme on a l'habitude de dire, que une fois qu'on a écrit, on est toujours tenté d'écrire une deuxième fois, après Le poids des souvenirs, la quête du présent, vous revenez avec Les Sentiers des Origines. Cette fois-ci, vous nous conduisez dans Les Sentiers des Origines. Voilà. Je vous remercie déjà de me recevoir et de me donner cette occasion de présenter ce deuxième livre, qui en vérité est le prolongement du premier, qui raconte... dans le premier, je me suis interrogé sur l'environnement immédiat de ma naissance. Dans le second, je suis allé plus loin pour comprendre d'où sont venus ces hommes et ces femmes qui sont à l'origine de mon existence et de l'existence par ailleurs de ceux qui peuplent cette partie de mon pays, le district d'Itumbi et généralement ceux qui habitent dans la cuvette ouest. Voilà. Voilà, alors donc vous mentionnez que c'est déjà le prolongement du premier roman. Et comme le premier, nous sommes dans une fiction totale, mais vous mentionnez dans l'avant-propos que vous nous présentez que vous partez d'une réalité d'une fiction. Absolument. Mais je m'en tiendrai simplement à la mention roman, et donc je me dis que nous sommes installés dans la fiction. Peu importe la part de réalité que vous apportez, absolument, Jean-Pierre. Absolument. Vous verrez bien vous observerez bien que le titre c'est Les Sentiers d'origine, mais c'est complété par Otina. Otina en béti, en béré, ça veut dire les origines. C'est effectivement une fiction forcément, puisque difficilement dans notre pays on peut retrouver les traces archéologiques de migration et des différents peuplements qui habitent les contrées qui constituent le Congo. Et donc on part forcément des récits des anciens, de ce qu'on a pu entendre, écouter, de tout ce qui a pu être reconstitué par les démarches interrogatives de ceux qui vivent encore, qui ont connu ces histoires, qui généralement eux-mêmes ne sont n'ont que le souvenir de ce qu'on leur a raconté eux-mêmes. Donc c'est une histoire portée par les souvenirs et que j'essaye, en romançant au maximum pour plaire à ceux qui vont lire, de raconter à ma manière. Et donc c'est forcément des histoires fantastiques, des contes, des légendes, mais qui constituent le fond culturel tout de même de ce peuple dont je fais partie. Voilà. Alors là déjà vous venez de dire une chose sur Otina, n'est-ce pas, qui est donc une mention que vous portez, qui est portée déjà sur la couverture. Alors pourquoi Les Sentiers des Origines et Otina qui reprend en quelque sorte déjà le titre qui est donné en français, les origines? Simplement pour marquer le trait culturel, comme pour dire, il s'agit bien d'une histoire qui se raconte dans un contexte précis, culturel, dans un environnement culturel précis, qui est celui des Mbéré. Et dès le départ, par le titre, le lecteur sait que tout au long de cet ouvrage, il trouvera des expressions qui restituent cette culture, des expressions qui sont généralement difficiles de traduction en français, mais qui disent des choses qui sont véritablement des choses particulières, que généralement ne comprennent que ceux qui maîtrisent cette culture, mais que j'essaie de faire partager au plus grand nombre des Congolais déjà, et ensuite de ceux qui pourraient dans le monde, éventuellement en Afrique et ailleurs, me lire. Voilà. Les Sentiers des Origines, Otina, roman donc de Jean-Pierre Eko Lekoba, paru aux éditions L'Harmattan Congo, avec, il faut dire, une subdivision en 8 chapitres. Tout à fait. Où nous avons après beaucoup de séquences qui sont présentées. L'ouvrage est précédé, je disais tout à l'heure, d'une préface de Omer Massoumou, voilà, d'un avant-propos et également d'un prologue. Et déjà dans l'avant-propos, vous mentionnez que vous êtes parti d'une promesse qui était faite à votre tuteur, à votre géniteur, dirais-je, de retracer un jour
finalement les origines de cette cosmogonie bérée? Disons que c'est une, on va dire, une double obligation que j'avais. La première vis-à-vis de ma mère, et c'est en fait l'objet du premier roman. Et pour ceux qui ont lu mon premier roman, ils se rendent bien compte que l'essentiel du roman se concentre autour de son personnage, du personnage de ma mère. Et quelques passages subtils annoncent l'existence de mon père, forcément, puisque je suis né de ces deux personnes extraordinaires. Et celui-ci est en fait, on va dire, la complicité qui a pu exister entre mon père, mon grand-père et moi, hein, dans la même lignée généalogique, qui m'a permis à leur côté d'apprendre beaucoup de choses de ce qui a pu construire notre famille. Voilà. Et comme je suis le fils aîné, dans les traditions de chez nous, on pense généralement que c'est à ce dernier qu'il faut transmettre les savoirs, les connaissances, voilà, mais qu'à son tour, il devrait transmettre aux enfants qui naîtront de lui. Et comme, on va dire, Dieu merci, on a l'avantage d'avoir appris à écrire et à lire, ce mode de transmission par l'oralité que nos parents nous ont laissé, j'ai voulu, moi, pour ce qui me concerne, à la fois en souvenir de mon père et de mon grand-père, donner la possibilité d'une vie plus marquée, plus longue de ces récits à travers un livre que lui va passer le temps, qui pourra être lu et relu par les générations des enfants de ma famille et des autres familles, et donc de rendre disponible pour un plus grand nombre les récits, les faits anciens qui décrivent la vie des hommes et des femmes de cette partie de notre pays. Voilà, simplement. Voilà. Il y a de cela très longtemps, un peuple venu des forêts d'Obala décida de s'installer sur les terres d'Oyomi, obligeant les premiers habitants à combattre pour sauvegarder l'intégralité des territoires en héritage de leurs ancêtres. Mais les étrangers, mieux armés, les dominèrent. Après des lunes d'État, vaincus et fatigués, ils avaient perdu leur légitimité ancestrale sur les terres d'Oyomi. Ils furent contraints de les partager avec les envahisseurs qui, étonnamment, parlaient la même langue qu'eux. Cette proximité culturelle facilita les pourparlers et permit de vite trancher le conflit. Les sages des deux camps respectifs considèrent que les belligérants devaient appartenir à un même peuple et qu'ils étaient certainement apparentés. Ils s'étaient simplement perdus de vue, ce qui arrivait souvent dans ces territoires entourés des grands massifs forestiers. Aussi décidèrent-ils de conclure un pacte à vie, ce qui permit aux deux groupes de fusionner, donnant ainsi naissance au peuple actuel des Assikoma. Alors, je m'excuserai si j'ai écorché les... Oui, c'est pas évident. C'est pas évident. Ah, tout à fait. On va toutefois à la découverte d'une nouvelle culture. Absolument. Vous l'aurez compris. Alors, il faut dire déjà, c'est le premier chapitre, c'est l'ouverture là du premier chapitre. Et Jean-Pierre Ikolekoba, vous ouvrez ce premier chapitre comme dans un conte. Oui, tout à fait. Il était une fois, il y a de cela très longtemps, comme pour nous ramener, n'est-ce pas, sur ces sentiers. Absolument. Des origines. Absolument. C'est un conte que je raconte. Hein. C'est un conte que je raconte. C'est aussi simple que ça. Je pars des souvenirs anciens, racontés, comme je le dis, par des sages, des notables. J'ai connu, mon contact avec le village est caractéristique des enfants qui sont nés en ville. Moi, je suis né à Brazzaville. Et qui ont découvert le village à un âge qui de conscience. Et donc, sont allés au contact de choses qui étaient étonnantes, puisque ce n'était pas leur univers habituel de vie. Mais à la différence d'autres enfants, j'ai été très vite intéressé par les mystères. Vous savez, le village, c'est mystérieux, c'est toujours un peu curieux. Et à l'époque, on se retrouvait toujours autour de la case le soir pour écouter des histoires. Ça fait partie des souvenirs que des enfants d'aujourd'hui n'ont pas.
mais des histoires qui étaient des histoires généralement terribles, qui à la fois vous emportaient, mais également vous faisaient peur et transformaient les nuits en des moments de réflexion et d'interrogation. Et c'est toutes ces histoires que j'ai transportées longtemps et que j'essaie d'approfondir, notamment pendant mon parcours, pendant mon exercice de député de la même circonscription, qui a élargi ma connaissance de l'environnement réduit de mon village que je connaissais et qui m'a permis d'aller découvrir des villages lointains dont me parlaient mes grands-parents, mais que je ne connaissais pas. Et j'ai ainsi reconstitué quelque part un fil, retrouvé d'autres parents perdus dans ces villages qui pourtant ne sont pas très éloignés. C'est une centaine de kilomètres, mais vous savez, 100 kilomètres, 150 kilomètres dans ces contrées, c'est vraiment deux mondes totalement à part. Et des gens peuvent naître, grandir, mourir dans un environnement réduit autour de 10, 15, 20 kilomètres sans avoir jamais été au-delà de 50 kilomètres. Aujourd'hui, ce sont des choses qui paraissent bizarres aux hommes de cette époque. Mais il n'y a pas si longtemps encore. Il s'agit là des souvenirs d'il y a à peine 10-15 ans. Il n'y a pas si longtemps encore. N'eût été, on va dire, les grands efforts que le gouvernement est en train de faire actuellement pour ouvrir les routes, que le président est en train de conduire pour rapprocher les villages de centre, mais on parcourait dans des conditions absolument incroyables ces distances, et on découvrait des villages comme ça qui étaient figés dans le temps. Dans les modes de vie, les traditions étaient restées à la limite bloquées parce que le contact avec la modernité n'avait pas eu lieu. Et ça m'a interpellé. Et ça m'a permis ainsi de retrouver une trame de mon histoire personnelle, mais qui était comme ça égarée dans ces villages qui s'étaient reconstitués à l'identique pratiquement des villages anciens. Voilà. Et donc j'ai stocké ce souvenir, et puis un jour j'ai décidé, à la faveur d'un déclic. Et parlant de cette trame, finalement, dont vous dites votre histoire personnelle, vous mentionnez dès le départ une intention bien définie, où vous donnez, n'est-ce pas, la mission de restituer finalement l'existence d'un certain nombre de personnages que vous mentionnez, et finalement à qui vous donnez une réelle vie dans ce roman, et qui quelque part seraient en même temps vos parents. Là aussi on retrouve le conflit qui existe entre l'environnement culturel moderne, donc les habitudes reçues par la colonisation, et nos cultures ancestrales. Vous voyez, les parents, comment ils faisaient à l'époque? Les enfants qui naissaient portaient les noms de ceux qui étaient décédés de la même famille. Et ainsi se perpétuait le souvenir de ces êtres chers, mais qui n'étaient plus là. Et ainsi, quelque part, se reproduisaient des vies qui s'en étaient allées, mais qui se poursuivaient au travers le souvenir de ceux qui arrivent et qui naissent et qui régénèrent la société. Il se trouve qu'aujourd'hui, moi je m'appelle Ekoba, tous mes enfants s'appellent Ekoba. Point barre. Tous ceux qui sont nés de la famille de mon père, ses frères, ses sœurs, ses cousins, mais qui portent d'autres noms, forcément n'appartiennent plus à la réalité de mes enfants d'aujourd'hui. Et donc, précisément, j'étais conscient, mon père me le disait souvent, que ils partaient, eux, en emportant avec eux leur monde, leur histoire, etc. Et donc, j'ai voulu quelque part faire honneur à mon père en faisant revivre, ne serait-ce que dans ce roman, ses parents à lui, ceux que j'ai connus, que j'ai fréquentés, mais ceux qui sont plus là, dont forcément les enfants n'auront pas la même possibilité de faire revivre les leurs, et donc ils vont s'évanouir inévitablement dans la nuit du temps, ce qui est tout à fait, on va dire, un processus normal de l'existence. Mais par ailleurs, il n'est pas interdit quelque part de nous interroger justement sur cette partie de nous-mêmes, à la recherche de nos origines, et de reconsidérer un certain nombre de choses, notamment, comme je disais, cette histoire de nom
qui sont devenus à l'identique dans toutes les familles, qui font que, bon, on ne sait plus. Et d'ailleurs, les repères sont difficiles, ils sont confus dans la tête des enfants. Tous les enfants s'appellent Okoba. Très bien, ils remontent vers leur père, vers leur géniteur, mais ça s'arrête là, à la limite. Ça s'arrête là, alors qu'au-delà, il y a toute une histoire qui se poursuit, qui est longue, qui est lointaine, qui pourrait les reconstruire autrement que comme ils le sont aujourd'hui. Voilà. Et cela est très manifeste. Il faut dire finalement cette rupture des deux mondes, le monde traditionnel, où il y a toute une configuration, finalement une architecture qui est là, bien présente, une organisation de mode de vie et de code finalement de vie que vous nous présentez, il faut dire, à chaque bout de page. Et finalement, le monde actuel où on a pris naturellement une distance très nette avec ce monde. Et il faut dire que finalement, les sentiers des origines nous baignent entièrement dans cette cosmogonie, nous avons dit Béré, mais surtout dans cette organisation de mode de vie. Alors, pour y arriver, j'aimerais que nous partions de quelque chose de très simple, et quelque part, je dirais, qui est même déclencheur finalement de ce roman, c'est la chefferie d'Oloba. Qui est en pleine menace, parce que quelque chose va se produire et quelque chose est en train de se produire, et finalement tout le monde est perplexe. Absolument. Alors Oloba, c'est un de mes cousins aînés que j'ai bien connu, et que donc je fais revivre dans ce roman en lui faisant prendre la place de quelqu'un d'autre plutôt, de notre grand-père. Et donc je construis toute cette histoire romancée, mais également historique, autour de ce personnage central. À la fois pour marquer la complexité de la vie telle qu'elle existait à l'époque, mais également pour marquer le lien qui a uni ces femmes et ces hommes des contrées de cette époque qui avaient des codes de vie, une organisation traditionnelle, des modes de réalisation qui n'ont rien à voir avec le nôtre, mais qui quelque part interpellent aujourd'hui beaucoup d'entre nous. Et je suis d'ailleurs heureux d'observer que nombreux de ce qu'on appelle les cadres modernes, donc nous autres, ma génération, ressentent le besoin de ce retour vers les traditions anciennes. Je suis heureux de constater que nombreux sont repartis, peut-être du fait des événements que nous avons connus, comme quoi d'un mal peut surgir un bien, qui sont repartis à la reconquête de leurs espaces d'origine, y ont rebâti des maisons, même lorsque ces maisons sont modernes et étranges dans l'environnement, il reste qu'autour de ces maisons se reconstituent quelque part des traditions anciennes, une culture réappropriée qui interroge les pratiques que nous avons à Brazzaville. Ainsi en est-il par exemple d'un enfant. Un enfant chez nous appartient à une communauté. C'est un enfant, c'est un don de, on va dire, des esprits dans les traditions, mais de Dieu, on dirait aujourd'hui, qui reste quelque chose absolument essentiel à la communauté. Et le devenir de cet enfant est partagé par l'ensemble de la communauté, qui construit ensemble son avenir et donc le constitue par rapport à ça. Forcément, un tel enfant, lorsqu'il grandit, a un rapport différent avec la collectivité. Et donc qui tranche avec l'individualité, qui constitue nos enfants à nous aujourd'hui, qui vivent dans les enclos que sont nos maisons, devant leurs écrans de télé, devant leurs appareils, leur iPad et autres histoires. Et donc ils ne sont pas forcément dans le même rapport à la vie, à l'existence, à la collectivité que les hommes de cette époque, et qui explique peut-être dans une certaine mesure les limites qu'ont les hommes modernes, comme on les appelle, de s'organiser et de porter la charge de tous, et donc qui limitent quelque part leurs ambitions, en tant qu'homme politique même, pourquoi pas. Je n'hésite pas à dire le mot.
Et toute cette réappropriation est une véritable intégration nationale qui va au-delà des débats que nous avons, qui se limitent au statut juridique de nos organisations politiques actuelles, mais qui sont véritablement les vraies interrogations et la vraie problématique d'une réappropriation de nos traditions pour les ramener dans l'universalité des valeurs partagées dans le monde d'aujourd'hui. Voilà. C'est comme ça que je comprends ça. C'est comme ça que j'essaie de traduire voilà. ce roman, qui tout en étant un roman qui parle du passé, mais qui en même temps un roman qui interroge le présent et surtout l'avenir. Dans ces grandes mutations, naturellement. Absolument. Dans ces grandes mutations, il faut le dire. Parce qu'en même temps, il faut dire que les sentiers des origines, non seulement qui nous baignent dans ce que nous avons appelé la cosmogonie mérée, mais c'est aussi des instants de grandes mutations. Ah oui, tout à fait. Où le mouvement est totalement permanent. Tout à fait. Il y a le mouvement qui est totalement permanent. La rencontre avec l'autre, la découverte et la nécessité. Les connaissances et les traditions, la nécessité cette ouverture qui s'installe, de se réorganiser, absolument. Mais qui, pourtant, quelque part aussi, est guettée par l'animosité, sinon la diversité, qui est aussi permanente. Mais parce que les sociétés humaines, en général, sont des sociétés de migration. Les êtres humains, partout, dans tous les continents, ont migré. C'est ça qui fait le monde et la beauté du monde. Et donc, on ne peut pas penser qu'un tel phénomène n'a pas eu lieu à l'intérieur du territoire physique qui est le Congo aujourd'hui. Tous les peuples du Congo sont des peuples de migration, sont venus d'ailleurs, sont allés au contact d'autres, se sont battus à un moment donné pour occuper des espaces de vie, mais on finit toujours par trouver des modalités pour se reconstituer et créer de nouveaux ensembles au contact d'autres cultures. C'est ça. Donc par définition, ce que nous sommes aujourd'hui est inévitablement la rencontre de nos parents avec d'autres peuples hier, ce que nous sommes aujourd'hui. Et ce que nos enfants seront demain, ça va être forcément leur rencontre avec les peuples, on va dire, du monde. Aujourd'hui, ils ont des trajectoires qui n'ont rien à voir avec les nôtres. Mais fondamentalement, c'est la même histoire. C'est toujours l'histoire des hommes qui se déplacent pour des besoins économiques, à la recherche de la nourriture, ou pour des besoins de santé, à la recherche des médicaments traditionnels, etc. Pour des besoins de survie, parce que leur cosmogonie interdit de continuer à vivre là où quelqu'un est décédé, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, se sont toujours déplacés, mais ont toujours été à la rencontre forcément de peuples qui ont occupé ces lieux avant qu'ils n'arrivent. Alors, ça s'est traduit par des bagarres. Nous, on appelle ça État là-bas. Il y a des grandes histoires d'État là-bas chez nous. On appelle ça État, c'est la guerre. Hein, en béré, en langue bouchée, dans toutes les langues de cette partie de la République. Mais ces États ont fini toujours par se transformer en une véritable, un véritable brassage culturel qui a produit les hommes d'aujourd'hui, les hommes d'hier, les hommes d'aujourd'hui, ainsi de suite, ainsi de suite. Et j'ai toujours une histoire que je raconte lorsque je discute avec des amis. Lorsque vous prenez par exemple cette partie de la République qu'on appelle la cuvette, vous voyez, vous pouvez partir, traverser toutes ces zones. Mes parents, mon père me disait d'ailleurs qu'ils comprennent toutes les langues de cette partie. On a le sentiment que les gens s'expriment exactement de la même manière. Mais en vérité, si vous isolez un béret, vous isolez un garé, vous isolez un téké, vous isolez un boshi, vous isolez un makwa, vous vous rendrez bien compte qu'ils ne parlent pas forcément de la même manière. Pourtant, ils ont le sentiment tous de se comprendre. Ouais, c'est un phénomène absolument extraordinaire qui fait que les êtres humains arrivent toujours à dominer leurs différences et aller à l'essentiel. Hein, je prends souvent cet exemple, mais je crois que c'est la même chose aussi lorsque je suis préfet dans le Niari. Mais vous avez le sentiment que les Kounis, les Nzabi, les Bakota, ceux qui sont là-bas, hein, parce qu'il y a aussi des Bakota, etc., vous avez l'impression qu'ils sont tous le même peuple, parlent la même langue, mais en réalité, ces langues sont distinctes les unes des autres. Mais ils ont un sentiment supérieur qui est essentiel, celui-là, qui est celui qui fait qu'ils vivent ensemble, ils sont le même homme. Et c'est aussi ce que j'essaie de faire dire à ce roman, comme pour dire que les origines, justement, traduisent à la fois une histoire d'hommes et de femmes qui se déplacent, traduisent à la fois une histoire d'un peuple qui a perdu ses repères quelque part, qui essaie de le retrouver ailleurs, mais également et surtout la rencontre avec l'autre. C'est ça qui est essentiel.
Voilà. Alors, Jean-Pierre Lekoba, je vous ai invité tout de suite à la lecture d'un extrait que vous prendrez au hasard et que vous aurez la latitude finalement de commenter à la fin. Alors, je vais prendre Oteobora. Oteobora, ça veut dire l'arbre de la vie. L'arbre de la vie en béti. Dans la forêt équatoriale, au nord de ce pays d'Afrique. C'est à quelle page déjà? Alors, page 32. Page 32, ok. Dans la forêt équatoriale, au nord de ce pays d'Afrique centrale, en sainte fête de journée qui assombrit déjà le ciel, une jeune fille, à peine sortie de l'adolescence, hurle de douleur de l'accouchement. Elle est terrifiée. C'est la première fois. Les vieilles femmes qui l'assistent l'ont installée sur un matelas de feuilles d'arbuste, à l'abri des regards indiscrets. Ses jambes écartées épousent la forme d'Oteobora, ainsi dénommée à cause de son fût couché, presque à terre, prolongé par 2 branches, qui le fait étrangement ressembler à un lit d'accouchement des temps modernes. C'est au creux du triangle formé par ces 2 branches que les femmes donnent la vie. En ces débuts du XXe siècle, accoucher est encore un processus qui reste l'apanage d'une caste de femmes qui sélectionnent les accoucheuses et leur attribuent des grades après une formation longue et complexe d'initiation au mystère de la vie. Merci. Magnifique. Voilà. Oui. Pourquoi ce choix, Jean-Pierre Lekoba? Ben justement, pour à la fois distinguer les rôles dans la société entre les femmes et les hommes à cette époque, mais également, surtout faire ressortir l'importance des femmes dans le rapport à la vie à cette époque, qui est toujours le même aujourd'hui, puisque la femme donne la vie, mais qui, dans ces temps lointains, se complétait de ce que les femmes étaient les médiatrices par excellence entre cette vie qui vient d'ailleurs et la société qui est ici. Et qui leur donnait un pouvoir extraordinaire. Un pouvoir extraordinaire. Parce que dans les traditions bérées, on pense que les femmes pouvaient, à la limite, faire revenir à la vie un ancêtre important pour la société, dans des moments difficiles, graves, où l'histoire de cet ancêtre était utile à la reconstitution de l'unité ou pour régler des problèmes importants. Les femmes, par leur médiation, pouvaient faire renaître dans un autre corps, on va dire, l'esprit de cet ancêtre. Donc, ces médiatrices, avec le monde invisible, donner aux femmes cette médiation, je l'ai dit, donner aux femmes une place à part dans la société, qui ne se limite pas forcément au rôle de mettre au monde, de porter un enfant, qui est déjà un rôle exceptionnel, mais qui les installait forcément dans une dimension que les hommes, oui. Par ailleurs, prétendument posséder toutes les aptitudes pour gouverner la société, ne pouvaient pas accéder. Et vous leur donnez 3 dimensions qui les plaçaient totalement au-dessus des hommes. Absolument, absolument. Et qui fait d'ailleurs que dans les traditions anciennes, les cultes distinguaient les cultes des hommes et les cultes des femmes. Les hommes, par on va dire, par égoïsme naturel, considéraient que les cultes des hommes étaient forcément les cultes les plus importants. Jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, regardez, je suis les débats dans le monde religieux où, jusqu'à présent, vous n'avez pas d'évêque femme, par exemple. Hein? Mais même à ce niveau, on arrive à fermer la porte à des êtres humains qui ont, par définition, les mêmes aptitudes et les mêmes capacités spirituelles, d'ailleurs, que les hommes. On dit d'ailleurs que les femmes ont, de ce point de vue, plus de réceptivité que les hommes. Qui fait que, bon, dans les traditions anciennes, je disais, lorsqu'il était nécessaire que les cultes se rejoignent pour célébrer un événement exceptionnel, mais ce sont les femmes qui dirigeaient le culte. Parce que les hommes de cette époque le reconnaissaient.
un pouvoir qui leur était simplement impossible d'obtenir. Voilà. Voilà. Alors, ce paragraphe, en fait, cette séquence que vous venez de lire, vous l'avez intitulée donc Ôte à Bamba. Bon, voilà, donc il faut dire en français, autrement dit, l'arbre de la vie. L'arbre de la Alors, vie. Je voulais simplement mentionner finalement ce côté assez pudique, n'est-ce pas, de l'écriture de Jean-Pierre Légoba. Oui. Je ne sais si cela relève de votre écriture ou simplement de ces traditions, n'est-ce pas, inscrites dans cette cosmo libérée, où certaines choses sont dites, en tout cas, de manière la plus pudique. Absolument, toujours. Là, tout à l'heure, oui. Vous avez mentionné, tout à l'heure, vous avez parlé de l'arbre, n'est-ce pas? Oui. Finalement, la femme qui met au monde, qui est totalement représentée, en fait, on s'imagine l'arbre, n'est-ce pas? Avec ses voilà, c'est déjà quelque chose, une très belle image qu'on a. Absolument. Et vous parlez de la graine de la vie, n'est-ce pas? Quelque part. Quelque part. Oui. Vous parlez, n'est-ce pas, avec beaucoup de pudicité également, du corps de la femme. Ouais. Alors, généralement, on se serait permis de parler, de dire les mots de la façon qu'elles ont été apprises en langue française, alors qu'ici, dans la restitution, s'il faut l'appeler ainsi, que fait le narrateur, on nous place totalement dans ce vocabulaire béré, mais traduit en français. Mais jusqu'aujourd'hui, les choses se disent ainsi. Lorsque une femme veut désigner ses parties intimes, c'est d'ailleurs assez intéressant votre question, parce que les femmes chez nous, les femmes de ma culture, désignent leurs parties intimes par le corps de la femme. Vous voyez, pourtant un corps est constitué de tout ce que vous savez. Un corps dans un corps, en fait. Voilà. Donc quelque part dans cet imaginaire, ce qui est essentiel dans cet être qui est une femme, c'est cet endroit. Et c'est cet endroit qu'elle désigne comme étant son corps. Parce que c'est de cet endroit que tout arrive. Qu'elle donne la vie, qu'elle reçoit la graine, non, qui donne la vie. La graine de la vie, etc., etc. C'est très intéressant d'ailleurs de ce point de vue, de comprendre comment toutes ces choses et peuvent être dites de cette manière. Et qui fait que, bon, on peut en parler, y compris avec les enfants, sans heurter par ailleurs. Ce ne sont pas la graine de la vie. La bonne explication, c'est que c'est une graine qui permet, exactement comme l'on plante, on jette une graine. La reproduction. C'est la reproduction. reproduction. La reproduction. Voilà. Oui. Mais cette graine, elle vient de l'homme, et elle vient de l'homme par cet endroit. Donc c'est cet endroit qui est la graine de la vie. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, comme je le dis souvent, notamment au cadre de cette ère géographique qui, comme je le pense, ont eu l'avantage d'être nés là-bas, qui ont été imprégnés très tôt dans cette culture, à la limite, qui baignent à l'intérieur, qui sont nombreux, qui m'écoutent là et qui savent que je suis en train de les interpeller. Je leur demande toujours d'essayer de restituer, parce qu'ils connaissent mieux que moi. Moi, je suis quelque part quelqu'un qui vit toute cette histoire de l'extérieur, qui essaie de comprendre. Mais je connais des cadres Mbéré qui sont eux-mêmes l'histoire en question. Qui ont grandi dans cette voilà, culture. Qui sont eux-mêmes cette histoire. Qui ont l'expression qu'il faut. Moi, je les appelle au téléphone pour dire, mais tiens, comment on dit telle chose pour que je mette ça dans mon livre, etc. Je suis en train de réfléchir sur un sujet. Mais telle chose, comment ça se passait à cette époque? Mais eux, ils n'ont pas du mal à me le dire. Voilà. Et justement, Jean-Pierre Légoba, il faut dire que déjà en lisant Les Sentiers des Origines, avec la distance que vous semblez prendre, n'est-ce pas, de n'être pas né dans cette culture, donc de voir les choses de l'extérieur, mais en vous lisant, vous nous situez, en tout cas, intérieurement dans cette culture, et avec une écriture qui, tout de suite, nous donne la netteté, n'est-ce pas, de l'image. Sinon, on se croirait devant un écran où on suit le film et où, finalement, tout se redessine. Alors, on s'interrogerait même sur cette capacité que vous avez de restituer les choses de cette façon. Disons que c'est l'univers dans lequel j'ai grandi. Pour ceux qui ont lu mon premier livre, je désigne la parcelle de mon père à Poto-Poto par le village de la rue Bakongo. Mais pourquoi? Parce que mon père, c'était le patriarche.
il recevait tous les parents qui venaient du village pour venir à l'école, pour venir chercher du travail à Brazzaville. Ce qui fait que nous avons grandi dans une ambiance de village reconstitué. Donc sans avoir été au village, sans avoir grandi dans cet environnement, dans l'environnement direct du village, le sentiment que nous avons, nous les enfants de mon père, c'est qu'au fond, nous habitions le village tout en étant physiquement à Brazzaville. Tout se passait dans la langue maternelle, les traditions étaient reconstituées dans la parcelle, les problèmes étaient réglés de ce point de vue, ce qui fait que il n'y a pas eu véritablement de rupture entre Brazzaville et le contact que nous avons par la suite eu avec notre village. Et c'est un avantage certain que nombreux n'ont pas, c'est vrai. Voilà. Les Sentiers des Origines, un roman de Jean-Pierre Ekole-Koba que nous recevons sur le plateau de Cultura, autrement intitulé Otina, paru aux éditions L'Armatan Congo avec les préfaces d'Omer Massoumou. Et pour parler aussi de l'actualité littéraire, il faut mentionner finalement la publication de Dans le couloir du campus de Faustin Kewa, Les Tourmis, un roman paru aux éditions L'Armatan également, dans la collection Écrire l'Afrique. La discussion avait tiré en longueur, voilà, c'est la 4e de couverture. La discussion avait tiré en longueur presque toute la matinée, les uns pour convaincre que des citoyens qui ne disent pas ce qu'ils pensent ne sont pas des citoyens libres. Les autres pour prouver que si nous revendiquons nos droits par le moyen de la grève, le pouvoir sera menacé. C'est en tout cas un extrait de la 4e de couverture Dans le couloir du campus de Faustin Kewa, Les Tourmis, paru aux éditions L'Armatan, un roman, n'est-ce pas, qu'il faut aussi lire. Revenons donc à notre invité Jean-Pierre Ekole-Koba. Alors, les Sentiers des Origines Otina, vous avez mentionné le fait que vous êtes intéressé au mystère, mais ici nous allons parler des mystères, n'est-ce pas, de la culture mérée, les mystères que vous nous rendez, que vous nous traduisez. Il faut dire que c'est un roman qui, en tout cas, est plein de mystères. Ah, tout à fait. Et il faut prendre le mystère déjà dans son sens, je dirais même dans tous ces niveaux. D'autant plus que déjà il faut dire que cette culture, sinon ce peuple déjà a tout stratifié en fait. Donc nous avons on appellerait donc il y a des castes, nous avons tout ce qui peut composer, sinon constituer il faut dire, disons, il faut parler de l'organisation, donc l'organisation de cette société où on a plusieurs cercles, des associations, il faut dire finalement de lumière, il faut dire, où tout est décidé ainsi et où le destin a une grande place. Et c'est le cas finalement du personnage d'Oloba, qui est le chef que nous avons mentionné tout à l'heure, qui avec son fils Tsholoboa, sont en train de vivre un grand destin, ils sont partagés par un grand destin, déjà de la naissance de Angonga, qui revient à la vie, grâce finalement à cette maîtresse, donc prêtresse, qui ramène, puisque vous avez dit tout à l'heure que les femmes avaient ce pouvoir de ramener un esprit de défunt important à la vie. Et nous avons ce cas aussi dans le roman Les Origines des Sentiers, où on a finalement un esprit qui ramène à la vie, c'est Ngonga, et qui est finalement un chef important qui est appelé à commander ce clan un jour. Mais surtout, finalement, la rupture qu'il y a et le drame, s'il faut l'appeler ainsi, entre Tsholoba et son père Oloba, pour la jeune fille Ankira. Parce que c'est déjà une fille, il faut dire, c'est la fiancée qui était destinée à Tsholoboa, mais qui malheureusement, par, il faut dire, peut-être ironie du sort, ici, revient finalement, redevient la femme promise, sinon vous l'appellerez Ndembe de... voilà. Ndembe. Bon, Ndembe c'est Ndembe, ça veut dire que dans nos traditions, chaque fois que l'on allait prendre femme dans une famille, la famille de la femme s'organisait pour s'assurer que les problèmes de la vie étant,
qu'un jour le mari ne soit pas obligé d'aller chercher ailleurs une autre femme, éventuellement, notamment pendant les moments de naissance des enfants. Parce que dans les traditions anciennes, une femme qui accouchait n'était plus en possibilité d'avoir des rapports avec son mari le temps de l'allaitement. Et pendant ce temps de l'allaitement, les besoins du mari pouvaient être assouvis par le ndébé, là, qui est la sœur qui accompagne la femme, la grande sœur dans son foyer, et finit par devenir la deuxième femme. C'est compliqué, mais c'est comme ça que la vie s'organisait à l'époque. Et par ailleurs, l'unité de la famille et du clan était ainsi préservée. Je voudrais, avant de revenir à mon sujet, au passage, féliciter celui qui a écrit ce livre ici et faire observer que les Congolais sont dans un mouvement, dans une dynamique absolument exceptionnelle de renouveau culturel que moi je salue et je félicite. Et j'espère que les cantons seront créés pour rendre tout ça visible et permettre justement à notre société de se réapproprier sa propre culture et sa propre écriture. Pour revenir au sujet que vous évoquez, je profite également pour faire observer que vous voyez tous les noms que vous citez là. Mon père notamment, pour éviter l'écueil de l'unification des noms, donnait toujours à chacun de ses enfants un deuxième nom. Par exemple, moi je suis Lekoba, mais je suis Walangoy, qui est son père à lui. Son père à lui. J'ai un petit frère qui est Lekoba, mais qui est Angonga, qui est un des frères de mon père. Et Ncholoboa, c'est pareil, ainsi je le dis au passage. Ce qui fait que nous avons des deuxièmes noms que nous portons, et qui fait que nous avons réussi effectivement à nous réapproprier cette histoire. Mais il est évident que ce sont des noms que nous n'avons pas répercutés à nos enfants, puisque manifestement, c'est pas de mode, et c'est dommage. Toute la fresque autour des personnages que vous avez indiqués sont en réalité une histoire qui reconstitue la vie dans le village à cette époque-là, les conflits à cette époque-là, la possibilité qui était donnée d'aller au plus profond de l'être humain. Vous dites qu'il y a beaucoup de mystères. En fait, non, le mysticisme appartient à la nature humaine. C'est la nature elle-même qui est mystique dans tous les cas. Dans tous les cas, et l'être humain étant un être de nature est forcément imprégné dans ces mystères. Simplement la différence d'aujourd'hui, où nous vivons dans des environnements de vie désincarnés à la limite. Ces hommes de cette époque vivaient au contact de la nature et ne faisaient pas un pas sans s'interroger sur ce qu'ils voyaient en face d'eux. Ne pouvaient pas passer une journée sans s'interroger sur ce qu'ils avaient pu découvrir qu'ils ne connaissaient pas avant. Et donc forcément aller tout à la fois à la découverte de la nature, mais également à la découverte de leurs propres sensations, de leurs propres ressentis. Et par rapport à ce ressenti, construisaient ce qu'on appelle aujourd'hui les mystères au fond. Ce n'est rien d'autre que ça. Je raconte toute cette histoire des parents qui, étant donné les distances de l'époque et l'impossibilité, comme je le disais, d'aller vite à la rencontre de l'autre pour donner une information, un décès ou une naissance ou autre chose, mais les hommes arrivaient à communiquer par l'esprit. C'est un exercice que j'ai vu moi-même se réaliser devant moi, où mon père pouvait parler avec son autre frère au village. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, pour lui annoncer une affaire grave qui venait de se dérouler à Brazzaville. Et 2-3 jours après, ou une semaine après, puisque les routes étaient difficiles à l'époque, vous voyez ce monsieur arriver pour prendre part à une activité à laquelle il était invité. De quelle manière, on ne sait pas. Mais après, mon père rigolait bien de notre incrédulité de tout ceci, mais qui aujourd'hui est, au fond, ce que certains d'entre nous vont rechercher, là où ils vont frapper à la porte, à gauche, à droite, pour comprendre les mystères de la vie. Ces mystères appartenaient à la vie de tous les jours des hommes de cette époque. Ce qui nous paraît si lointain aujourd'hui, qui nécessite de s'enfermer dans des maisons à l'obscurité totale pour essayer de nous ressourcer ça faisait partie de la vie normale. De cette époque et qui se stratifiait forcément par rapport à ses connaissances acquises. Et chaque corps de métier
était forcément une organisation de ce point de vue. Les forgerons, les chasseurs, c'était forcément organisé et structuré de manière à ce que les connaissances s'additionnent, se complètent et se structurent au fur et à mesure qu'on avance dans la vie. Les sentiers des origines, Otina, un roman de Jean-Pierre Eko-Lekoba, paru aux éditions L'Harmattan au Congo. Et sur ce plateau, nous recevions donc Jean-Pierre Eko-Lekoba, auteur de ce roman, qui n'en est pas à son premier, sinon à son deuxième, pour avoir d'abord publié Le poids des souvenirs, la quête du présent, aux mêmes éditions. Merci Jean-Pierre Eko-Lekoba. Je mentionne simplement que nous sommes au terme de notre entretien. Et en tout cas, merci d'avoir répondu à cette invitation. Chers amis culturels, il nous reste juste à vous dire merci et à la prochaine date.